L'étoile et le jasmin, une émission créée par André Naoum et présentée par Maya Naoum sur Judaïque FM. Bonsoir. Alors le 16 janvier dernier, Mila, une lycéenne aux cheveux bleutés, échange avec ses 9000 abonnés de son réseau et un internaute lui fait des avances et elle le rembarre et à quelqu'un d'autre, elle dit qu'elle est lesbienne et là, tout s'emballe. Tout s'emballe, le garçon qu'elle avait rembarré la traite de pute, l'insulte au nom d'Allah, la discussion dérive sur la religion et là, Mila dit rejeter toutes les religions et dit que l'islam est une religion de haine. Je cite, « Votre religion, c'est de la merde. Votre Dieu, je lui mets le doigt dans le trou du cul. Merci et au revoir. » Et là, le torrent se déchaîne. Ça devient sale française de merde, t'es morte, on sait où t'habites, etc., etc. Et là, la sécurité de Mila est vraiment en question. La gamine, la jeune fille, plutôt, ne va plus. Je rappelle qu'elle a 16 ans. Elle peut plus se rendre à son lycée. Et au niveau des médias aussi, ça s'emballe. On va voir ça tout à l'heure, ce qui s'est passé après Mila. Alors, un livre vient de sortir qui s'appelle « Je suis Mila, je suis Charlie, nous sommes la République » où 50 personnalités s'expriment sur la laïcité et la liberté d'expression. Alors, je dis tout de suite que j'ai écrit, pour l'honnêteté, j'ai écrit un texte moi-même dans ce recueil, voilà, ça pour l'honnêteté. Ce livre est publié aux éditions Céramis. Il a été fait en 15 jours, 3 semaines, incroyable, mais vrai. On n'a jamais vu ça dans l'édition. À l'initiative de Zora Bitton. Alors, chapeau bas à Zora Bitton, parce que pour faire quelque chose comme ça, il fallait vraiment, comme elle dit, en avoir ras-le-bol, et c'était la goutte qui avait débordé. Zora Bitton, elle est chroniqueuse aux grandes gueules sur RMC. C'est une femme formidable qui joint ses actes à ses pensées. La préface de ce livre est de Zineb El Razoui, que tout le monde connaît. On dit toujours d'elle la fille de Charlie Hebdo. En fait, Zineb, c'est quelqu'un qui est aujourd'hui, qui est journaliste, écrivaine, essayiste, qui est toujours protégée, je crois, par la police, parce qu'on n'aime pas trop ce qu'elle défend. Et elle dit elle-même que si la France n'est plus une terre de blasphème, alors c'est plus du tout un pays où elle peut habiter parce qu'elle-même est en danger. Voilà pour l'introduction. Et pour m'accompagner, pour parler de ce livre, Je suis Mila, je suis Charlie, nous sommes la République, je suis avec Huguette Chomsky-Magnis. Bonjour Huguette Chomsky-Magnis. Bonjour Maya, merci. Je suis particulièrement heureuse d'être à L'Étoile et le Jasmin. Merci mille fois Huguette. Une émission mythique. Écoutez, moi je suis très heureuse de vous rencontrer parce que je vous admire beaucoup. Vous êtes enseignante retraitée et vous avez fondé en 2003 le MPCT, qui est l'association pionnière, vraiment, de la lutte contre le terrorisme. Alors, c'est pas une association de victimes, mais c'est une association d'action. Vous avez fait beaucoup de choses avec votre association. Avec vos petits bras, hein, on répète jamais assez. Il y a des personnages comme ça, comme Huguette, qui sont des petits bras, qui y vont, qui ont peur de rien, qui donnent un temps fou de leur vie pour sauver notre République. Et je dis sans emphase, il y a des gens comme ça. C'est pour ça que je voulais vraiment que vous soyez à mon micro. Vous avez fait en 2014 un concert de musique avec Barbara Hendricks, excusez du peu. Vous avez fait d'autres choses, on va en parler tout à l'heure. Mais Huguette, nous étions ensemble la semaine dernière pour présenter ce livre à la presse. D'ailleurs, je signale que le ministre Jean-Michel Blanquer est venu nous rencontrer et soutenir donc ce livre.
Qu'est-ce qui vous a donné envie, vous, de participer à cette aventure? Et qu'est-ce que vous pensez de cette histoire? Pour moi, c'était une évidence que soutenir Mila était une priorité et qu'il y avait vraiment une ligne de fracture entre ceux qui soutenaient Mila et ceux qui ne la soutenaient pas et qui commençaient par blâmer ses propos. Alors que ses propos pouvaient avoir offensé les croyants, pouvaient avoir offensé le bon goût, et que le problème n'était pas là. La question était de savoir que nous sommes en France, que le délit de blasphème n'existe pas, que le délit de blasphème, on en meurt dans des pays comme la République islamique du Pakistan, mais que en France, là, il y a quelque chose qui était en train de basculer. Parce que le fait que Mila, qui d'ailleurs, quelque temps après, a apparu à la télévision... Une seule fois. Particulièrement remarquable, de dignité, de réflexion, de sagesse. Elle m'a beaucoup impressionnée. C'est vrai que c'est une gamine qui n'a que 16 ans. Et donc, le fait que ce soit elle qui doive quitter son lycée, que ce soit l'élève harcelé, une fois de plus, parce qu'on a le cas d'élèves harcelés parce que juifs, d'élèves harcelés tout court pour différentes raisons, et bien souvent leur sécurité n'est plus garantie, et ce sont les élèves harcelés qui doivent quitter l'établissement et les élèves harceleurs qui restent. Et ça, c'est quelque chose d'absolument intolérable. C'est vraiment un signal d'un mal profond. Comment expliquez-vous le fait que notre ministre, Nicole Belloubet, se soit à ce point trompée sur la loi quand elle a dit mais c'est illégal ce qu'a fait Mila, entre autres. Elle a dit ça. C'est quand même incroyable. Elle s'est trompée sur la loi. Tout à fait, tout à fait. C'est vrai qu'à ce niveau-là, c'est assez... qu'on a le droit au blasphème en France. C'est assez alarmant, mais que auparavant, il s'est trouvé un parquet pour se croire obligé d'engager des poursuites contre Mila pour incitation à la haine raciale, alors que de toute évidence, rien ne justifiait de telles poursuites, et qu'il s'agissait en quelque sorte, puisqu'il fallait quand même poursuivre les gens qui la menaçaient de mort, alors pour faire la balance, il fallait aussi poursuivre Mila. Évidemment, c'en est resté là, mais c'est un signe quand même. Et je crois que la peur des attentats est très paralysante, et elle est paralysante à tous les niveaux, disons, de la société, du monde politique, à la société civile, où nous avons à batailler. Moi qui suis une militante associative, bon, nous faisons du lobbying, certes. J'ai été très heureuse de rencontrer le ministre Blanquer, par exemple. À qui vous avez parlé hier. À qui j'ai parlé, que j'ai trouvé réceptif. Ce que je lui ai dit en particulier, c'est que va avoir lieu dans l'éducation nationale à nouveau cette semaine tous unis contre la haine à partir du 18 mars, et que si dans ce cadre-là la question de Mila n'est pas abordée, alors nous serons dans l'abstraction, dans la haine en général, et finalement dans les paroles creuses. La semaine dernière, quand nous avons présenté le livre et que nous avons rencontré le ministre, c'est vrai que lorsque nous avons parlé à son conseiller en lui disant il faut mettre ce livre dans toutes les bibliothèques, surtout les collèges, les lycées, parce que Huguette, dans le lycée de Mila, personne ne l'a soutenu. Personne. Et là, ça a été vraiment le canari dans la mine, quoi. On s'est vachement inquiété parce que personne ne l'a. Au contraire, on l'a vraiment complètement banni, quoi. Cette gosse est bannie par sa propre école. Tout à fait, tout à fait. Je pense qu'il doit y avoir des élèves qui pensent autrement que ceux qui se sont exprimés pour dire qu'ils étaient choqués par les propos de Mila et non pas par les menaces de mort, mais que ceux-là n'ont pas osé parler. Et en plus, il s'est passé, on va faire un petit peu de flashback, il s'est passé quand même quelque chose de terrible, parce qu'il y a eu ce commentateur des religions, pardon, mais son nom m'échappe, qui a quand même osé dire Odon Vallée, qui a dit cette chose hallucinante, que grâce à ce qu'avait dit Mila, les attentats allaient reprendre ou quelque chose. On est juste scotché, c'est-à-dire une gamine de 16 ans,
dans des réseaux sociaux, dit cette chose-là. Et Odon Vallée, à la télévision française, dit « Grâce à elle, voilà ce qui va se passer, les attentats ». Donc on marche sur la tête. On marche sur la tête. C'est-à-dire, oui, on anticipe déjà sur la légitimation d'attentats à venir potentiels pour en imputer la responsabilité à une provocation. Effectivement, c'est extrêmement grave. Vous parliez des lycéens du lycée de Mila, de l'ancien lycée de Mila. Ah oui, parce qu'elle n'est toujours pas, elle ne retournera jamais dans son lycée. Non. Eh bien, je dois dire que moi, je suis également adhérente à la LICRA. Mes amis de la LICRA interviennent dans les lycées pour sensibiliser au racisme et à l'antisémitisme. Et les interventions qu'ils ont faites dans le courant de cette affaire, ce qui venait des lycéens, c'était Mila. C'était Mila, non pas pour condamner les menaces de mort, mais pour condamner ses propos. Il s'est même trouvé dans une école primaire où ils intervenaient, une gamine de CM2 pour parler de Mila. Ce qui a été aussi très très scotchant pour nous, je dis bien nous, les défenseurs de la République, ce sont les propos de Ségolène Royal, qui s'est attachée à la forme. Elle a dit « Ah non, moi je ne suis pas Mila ». Alors, tout était dit, parce que la forme, parce que la gamine, elle était mal élevée. Oh là là, mon Dieu. Il faut voir comment les gamines, les ados se parlent ensemble. Enfin bon, c'était vraiment catastrophique qu'elle ait dit ça. Donc, vous avez été choquée aussi ? Oui, j'ai été choquée. Encore une fois, moi, comme militante associative, disons, je m'occupe plus de ce qui se passe dans la société civile et autant j'ai été choquée par Nicole Belloubet, par Ségolène Royal et beaucoup d'autres. Vous parliez d'Odon Vallée. C'est pas mal de les reprendre, ces gens-là. Tout à fait. Mais le fait que dans les organisations féministes les plus visibles aujourd'hui, on ait été au mieux très timoré et au pire complètement en dehors de tout soutien à Mila. Alors je tiens à dire que ce n'est pas le cas des féministes en général. Je tiens à saluer les féministes universalistes comme la Ligue du droit international des femmes, Regard de femmes, les Libres Marianne, qui elles ont très bien su où était leur place dans cette affaire-là. C'est les féministes canal historique quand même. Tout à fait. Parce que celles de maintenant... Mais ce n'est pas celle qu'on voit le plus sur les plateaux aujourd'hui. Ah oui, non, Et c'est ça le problème. C'est notre problème à toutes. Nous allons avoir en ligne, j'espère, nous allons avoir en ligne quelqu'un qui ne pouvait pas se rendre à mon invitation ce matin. C'est Céline Pina. Céline Pina, vous la connaissez, elle est chroniqueuse à RTL, éditorialiste et essayiste. Elle est une des fondatrices de Vivre la République avec Fatiha Boujalat. Et je l'avais reçue ici à mon micro pour son livre Silence coupable, parce que Céline Pina, rappelez-vous, c'est quelqu'un qui, en 2015, elle était socialiste, elle a dénoncé le salon de la femme musulmane à Pontoise, qui accueillait les prédicateurs salafistes. Alors, Céline Pina, comme Huguette Chomsky-Magnis, est aussi quelqu'un qui a écrit un texte dans le recueil « Je suis Mila, je suis Charlie, nous sommes la République dont nous parlons ce soir ». Et je voudrais maintenant accueillir par téléphone Céline Pina. Bonsoir. Bonsoir Céline, vous allez bien ? Oui, très bien. Voilà, je suis au micro, en studio avec Huguette Chomsky-Magnis. On est en train de parler donc de la présentation la semaine dernière à la presse de « Je suis Mila, je suis Charlie, nous sommes la République », recueil dans lequel vous avez écrit un texte. Et je voulais vous demander, Céline, est-ce que vous êtes aussi abattue que nous le sommes, enfin en tous les cas moi, par ce qui s'est passé? Nous avons fait l'historique avec Huguette de ce qui s'est passé dans l'affaire Mila, en passant par tous ces gens qui n'ont pas été Mila, dont les féministes New Look, d'accord?
Et je voulais savoir ce que vous aujourd'hui, ce que vous pensez et pourquoi vous avez tenu à écrire un texte à la demande de Zora Bitton. D'abord parce que je suis extrêmement inquiète de ce qui se passe, c'est-à-dire que moi je constate que dans mon pays, qui est censé être un état de droit, on peut rétablir le délit de blasphème par la force et que ceux qui le font poursuivent des objectifs, créer une contre-société, et que cette contre-société n'est absolument pas désirable puisqu'elle piétine ce qui pour moi est essentiel, c'est-à-dire la notion d'égalité en droit des êtres humains, parce qu'on leur reconnaît cette humanité commune et que cette humanité commune dépasse les questions, d'origine ethnique, de religion, de sexe, etc. Et qu'on voit en fait derrière ce à quoi on assiste, c'est finalement le refus de l'égalité, c'est le refus des libertés, c'est le retour à une barbarie extrêmement violente. Et cette barbarie, elle a des effets sur notre sol, des effets extrêmement concrets, puisqu'aujourd'hui, une enfant n'a pas pu être protégée, a dû partir de chez elle, quitter son lycée, et que force n'est pas restée à la loi, mais que force est restée au voyou qui l'a menacé et à l'idéologie qui fait qu'on a le droit de déshumaniser et d'en appeler au meurtre de toutes les personnes qui déplaisent. Et c'est ce qui est arrivé à Mila, c'est ce qui est arrivé à Pascal Praud, mais au-delà de ça, je me souviens, j'avais été très marquée justement de voir Zineb El Razaoui et Richard Malka qui défendaient Mila sur un plateau, être obligés à un moment donné de dire mais attendez, aujourd'hui il y a des gens qui vivent sous protection, ils n'ont rien fait, leur vie est un enfer, la seule chose qu'ils ont fait c'est qu'ils ont osé parler d'islam. Oui. Et même parfois ils n'ont même pas parlé d'islam, ils ont parlé d'islamisme. Aujourd'hui, on voit très bien qu'il y a une censure et une autocensure qui nous tombent dessus parce que prononcer certains mots, c'est se mettre en danger de mort. Et à la limite, c'est déjà extrêmement violent, mais bon, c'est arrivé. Mais il y a sentir son gouvernement à ses côtés et il y a sentir la lâcheté qui se diffuse partout et voir un gouvernement qui ne fait pas son travail de protection de nos principes, de nos idéaux et maintenant de nos peaux, de nos corps, de notre vie. Alors, vous savez, Céline, la grande Marceline Loridan-Ivens nous disait toujours « Mais je ne veux pas être protégée en tant que juive, je ne veux pas arrêter de dire que la France protège les juifs. » Cette phrase m'avait beaucoup marquée, parce que le problème, c'est que vous dites que ces gens vivent sous protection, mais c'est ça qui est complètement dingue. On est obligé maintenant de vivre sous protection quand on est Mila, quand on est Richard Malka, je sais pas, mais en tous les cas, Philippe Val, enfin, c'est complètement fou. On va soit vivre sous protection, soit se taire et être dans la lâcheté. C'est un peu ce que dit votre texte d'ailleurs quand vous rappelez les paroles de Nicole Belloubet, qu'on a évidemment évoqué avec Huguette tout à l'heure, et le silence terrible des soi-disant associations et mouvements féministes qui ont lâché Mila, mais vraiment lâché Mila. Enfin, pas toutes, parce que oui. Je parle pas de celles qui sont du canal historique. Huguette me fait un signe, et bien sûr que non. Non, mais malheureusement, oui, il reste de vrais féministes. Bien sûr. Ces féministes ont d'autant plus de courage qu'à chaque fois qu'elles se battent, elles se prennent de façon très violente la vague des néo-féministes. Donc, je les salue parce que ce sont, c'est elles qui m'ont ouvert les yeux sur plein de choses et c'est elles que je continue à suivre. Mais ce qui est affreux, c'est de voir finalement, on est arrivé au bout de la concurrence des mémoires, de la concurrence des blessures, de la concurrence des douleurs. Autrement dit, quand vous regardez la situation, Mila, elle cochait un certain nombre de cases de minorité. C'était une femme et elle revendiquait le fait d'être lesbienne. Donc normalement, j'allais dire, les féministes ou les mouvements LGBT auraient dû se dresser, faire barrage. Et ça ne s'est pas passé parce qu'il se trouve que Mila a critiqué l'islam et qu'aujourd'hui, vous avez des points de victimisation et que le maximum de points de victimisation, vous l'avez en sortant la carte islam.
pas en sortant la carte, j'allais dire, minorité sexuelle. Donc on voit bien, ce qui est très intéressant, c'est que toutes les minorités qu'on a entraînées dans ce combat-là, dans soi-disant le combat intersectionnel, si elles ouvraient les yeux, elles verraient bien qu'il n'y a pas de combat intersectionnel, que finalement elles sont enrôlées pour à terme brandir une seule bannière, qui est celle que leur met entre les mains les islamistes, qui sont des fascistes. Les frères musulmans ont été les alliés des nazis. C'est pas un hasard, c'est qu'en fait ils ont des idéologies fascisantes qui partagent les mêmes principes et qui partagent même les mêmes haines dans les cas des frères musulmans et des nazis. Donc il faut arrêter de fermer les yeux là-dessus. Et quand je parlais de protection, c'est affreux de devoir vivre sous protection comme le font ces gens-là. Mais en revanche, il y a une protection qui, elle, est un dû de la nation. C'est-à-dire que pourquoi est-ce que nous sommes citoyens? C'est qu'à un moment donné, nous avons accepté d'abandonner une part de notre souveraineté, de la déléguer à nos représentants pour que eux assurent non seulement notre sécurité, mais notre capacité à entreprendre, à nous développer intellectuellement, économiquement, humainement. Et c'est en fait ce rôle-là que doit tenir l'État. Et aujourd'hui, la première des protections que nous retire l'État, c'est de ne pas défendre nos principes et nos idéaux. Autrement dit, en refusant de défendre la liberté d'expression, en refusant de défendre Mila, l'État nous voue à la censure et à l'autocensure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si nous pouvons être attaqués pour ce que nous disons, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons nous taire ou nous allons prononcer que les paroles qui ne nous mettent pas en danger, ce qui va représenter une raréfaction de créativité, de partage, d'échange, de culture qui est absolument abominable. Et on le voit toujours derrière tous les fascismes, il y a cette réduction en fait de la capacité humaine et cette interdiction du lien humain, parce qu'on fait en sorte que ne soit accepté et acceptable que finalement très peu d'interactions. C'est ça. Et d'ailleurs, je vais devoir arrêter notre conversation, même si elle est passionnante. Votre papier s'appelle « Quel avenir pour les libertés après Mila ?» dans le recueil. Et vous dites très très justement, le gouvernement a plié, la foi a vaincu la loi dans les faits, et Mila paye la note de cette trahison en attendant que la facture nous soit présentée à tous. Merci beaucoup, Céline, d'avoir été au téléphone avec nous. Et à très bientôt. Merci à vous deux. Merci. Bon, on vous embrasse. Je la salue bien bas. Voilà. Et ben moi je vous embrasse Corona, c'est-à-dire de loin. D'accord. Au revoir. Alors, on va pas faire de pause musicale, tant pis, parce que je voudrais continuer avec vous, Huguette. Je voulais vous demander, après les paroles fortes de Céline, quand même, comment votre mouvement, qui, je le rappelle, est très important, même si vous n'êtes pas médiatisé, même si on ne vous invite pas vraiment, mais Céline vient d'expliquer pourquoi. Très bien. Comment on peut aujourd'hui parler de Mila comme parler de tout ce qui vous importe? D'ailleurs, quels sont aujourd'hui, dans votre mouvement, les chevaux de bataille? Qu'est-ce que vous mettez en exergue aujourd'hui? Parce que votre terrain d'action est tellement fermé, tellement petit, et je suis tellement contente de vous donner la parole. Merci encore, chère Maya. Ce que nous faisons, c'est, par exemple, disons, pour vous répondre, je vais illustrer par ce que nous faisons très directement en ce moment. Pour le 8 mars, nous n'avons pas manifesté parce que les manifestations du 8 mars ne sont plus ce qu'elles ont été et qu'après quelques amères expériences les dernières années, peu d'entre nous se sont rendus aux manifestations du 8 mars. En revanche, nous avons organisé une exposition, qui est une exposition itinérante que nous mettrons à la disposition de qui la souhaite. Ils peuvent nous joindre ici. Voilà. Qui était sur le thème 8 mars, 8 femmes à soutenir. Alors, choisir 8 femmes parmi des milliers d'autres, ça n'est pas chose aisée, mais ce qui était évident, c'est qu'il y aurait Mila dedans. Donc, il y a Mila, la plus jeune, il y a Sophie Pétronin, la plus âgée,
otages au Mali. Dont personne ne parle. Dont personne ne parle. Otage non pas pour avoir été une touriste un peu écervelée, mais pour être une humanitaire qui s'est dévouée pour les enfants du Mali. Et puis, il y a évidemment une des mères des jeunes filles otages de Boko Haram au Nigeria, parce que ça aussi, nous sommes fidèles dans nos engagements. C'est-à-dire qu'il y a bientôt 6 ans, tout le monde était Bring Back Our Girls, vous vous souvenez, toutes les personnalités, Michelle Obama, etc. Et puis le temps passe et les modes passent. Pour nous, ça n'est plus pas une mode. Et puis, donc, il y a, je pense que ça intéressera vos auditeurs et vos auditrices, il y a Kay Wilson. Alors, Kay Wilson, je voudrais pouvoir la présenter très rapidement. Nous l'avons rencontrée au 7e Congrès international des victimes du terrorisme qui a eu lieu à Paris en 2011. Elle était venue témoigner et elle était dans un état de stress post-traumatique extrême et pour cause. Elle avait été victime au mois de décembre précédent d'un attentat épouvantable dans la forêt de Jérusalem. C'est une Anglaise de naissance, israélienne d'adoption, et elle était guide touristique, donc elle faisait visiter la forêt de Jérusalem à une amie chrétienne qu'elle avait fait venir pour lui faire découvrir son pays, Jérusalem en particulier. Elles ont subi une véritable boucherie et Kay a été laissée pour morte, mais par contre son amie Christine a été laissée morte. Et elle a eu énormément de mal, et physiquement et psychologiquement, mais elle refuse de se définir comme une victime. Elle se définit comme une survivante. Elle ne veut pas être assignée à un statut de victime. Elle a fait, à partir de l'horreur de son expérience, de très très beaux témoignages, dont un premier que nous avons traduit et adapté en lecture sur scène avec Marie-Josée Braca. Elle a maintenant publié un livre en anglais qui va être traduit en hébreu et que nous voulons absolument traduire en français. C'est un de nos objectifs. Je crois que le vecteur culturel est extrêmement important. Ce livre est remarquable parce qu'elle se révèle, alors qu'elle a commencé à faire ce travail comme une thérapie, elle se révèle être une auteure talentueuse qui sait manier l'autodérision, la dérision. Et c'est une femme de dialogue, c'est une femme qui a noué de nombreuses amitiés avec des Palestiniens. Elle a des projets, elle fait des projets humanitaires, y compris dans les territoires contrôlés par l'autorité palestinienne. Il y a une chose qu'elle ne supporte pas, c'est que ses agresseurs, les assassins de son ami, qui sont en prison avec de très lourdes peines en Israël, puisqu'ils ont été arrêtés, reçoivent des salaires de l'autorité palestinienne avec des fonds qui sont versés par l'Union européenne, par les pays européens. Donc ça, c'est un problème qu'on ne peut pas ouvrir aujourd'hui. Tout à fait. Mais c'était pour vous présenter. Alors, le titre, c'est The Rage Less Traveled, que nous allons, j'espère, pouvoir publier en français. En tous les cas, on fait un appel à des éditeurs, parce que moi, je l'ai lu, ce texte. C'est absolument incroyable. C'est une vraie écrivaine. Hein. C'est une vraie écrivaine. Alors, revenons une seconde à Mila. Donc, je suis contente de vous dire que il y a à peu près 50 personnalités qui s'expriment dans ce livre. Évidemment, nous avons eu Huguette Chomsky-Magnis, nous avons Céline Pina, nous avons Judith Weintraub du Figaro Magazine, nous avons Zoé Valdès, grande écrivaine, cinéaste et artiste peintre, nous avons Rachida Hamdan, nous avons évidemment Zineb El Razoui, nous avons Régis de Castelnau, nous avons Sophie Chauveau, nous avons Jemila Ben Habib, enfin nous avons Françoise Laborde, nous avons énormément de gens dont les textes... Mario Stasi, pardon, merci beaucoup, oui, bien sûr, président de la CRA. Et alors, c'est
c'est très intéressant parce que les textes n'ont strictement rien à voir. C'est des vues tout à fait différentes. Nous n'avions aucun cahier des charges, si ce n'est de dire, et vous, la République, et vous, comment défendriez-vous la République? Alors, c'est vraiment incroyable la façon dont chacun y va. Et Zineb dit, par ce livre, nous disons à Mila et à tous ceux qui pensent comme elle qu'ils ne sont pas seuls, que leur liberté est notre sacerdoce. C'est chez Céramis, ça coûte 7 €, quelque chose comme ça. Donc vraiment soutenez Mila en achetant ce livre, offrez-le. Je pense que c'est très important. Voilà, c'est tout ce qu'on avait à se dire ce soir. C'est déjà beaucoup. Je vous embrasse. Merci Serge à la technique. À très bientôt. Merci Huguette. Merci de votre Maya. présence. Merci à Céline Pina au téléphone. Merci, au revoir. L'étoile et le jasmin, une émission créée par André Naoum et présentée par Maya Naoum sur Judaïque FM.